sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre émission quotidienne, le Grand Forum, jusque 18h30 en ce vendredi. Une grosse émission encore aujourd'hui, en direct à la radio sur France Maghreb 2 et en live sur France Maghreb 2 Facebook, sur Christophe le Grand Forum. Pour m'accompagner ce soir, monsieur Razik Metij, toujours confiné à Bobigny dans le 93. Salut mon Razik. Salut mon Christophe, bonjour à tous et à toutes. J'espère que ça va bien. T'es pas sur le balcon aujourd'hui? Salut. Non, je suis pas sur le balcon. Ça y est, on peut plus fumer, donc je suis rentré à l'intérieur. Et il fait froid. En plus. Eh oui, je compatis avec toi, mon frère. Rudy Casier de la partie. Salut mon Rudy. Salut, ça va Christophe? Ça va très bien. Confiné toi dans le 91. Confiné dans le 94. Philippe Poyaki, comment ça va? Salam alaikum, ça va très très bien. Ça va super bien. Comme un 1er mai. Oui, oui, c'est vrai que ça fait du travail, les gars. Alexandre et à Vincent. Ah, il y a 2 ans, jour pour jour, Ouais. t'as Abouaps filmé bien Alexandre Benalla faire des exploits avec un habit, enfin un déguisement de policier. Hein, vous vous en souvenez évidemment. Oui, bon, très bien. Très bien. Ouais. Farid Sabani, le Parisien, il est où? Je suis là. Salut Christophe. Il est là, voilà. Comment ça va, mon Farid? Ça va, merci. Et vous? Bon, grosse émission, les enfants. 18h tout à l'heure, le quart d'heure juridique avec Besma Maghrebi, maître Maghrebi, que dis-je. Vous pourrez lui poser toutes vos questions au 01 40 33 9000 par commentaire aussi Facebook, France Maghreb 2 ou Christophe le Grand Forum. Invité, et on est très content de le recevoir. Il est chercheur, il est historien, il est écrivain. Il s'appelle François Durper. Il sera avec nous dans un instant pour nous présenter. Avec lui, on va parler de quoi? Dites donc, de son dernier livre. Il parle de quoi? De bonheur. Alors ça, c'est relatif, le bonheur. Ce qui peut être le bonheur pour moi n'est pas forcément le cas pour Farid ou pour Rudy. Et il s'est en tout cas appuyé le service de 60 universitaires. Et je vous en donne un, page 107 par exemple, Khaled Bencher, que vous connaissez forcément, puisqu'il est président de quoi d'ailleurs? Aidez-moi. Président de la fondation de l'islam. De la Fondation Islam de France. Voilà, merci beaucoup. Il a succédé à... Islamologue, bien sûr. Et il a succédé à Chevènement. Chevènement, bravo Farid, il suit. Donc François Durper. France Maghreb 2, qui vous le savez aussi, a lancé il y a 1 heure l'opération Week-end de la générosité avec notre partenaire humanitaire Muslim Hands. L'idée, d'essayer d'offrir un maximum de iftar aux Yéménites, au Yémen, où est installé Muslim Hands. On sera avec Lazare Draja, le directeur de Muslim Hands France, pour se tenir au courant de ce week-end de la générosité. C'est le Radioton sur France Maghreb 2. Et on compte sur vous. Vos dons sont importants. On verra pourquoi, combien, tout à l'heure, dans quelques minutes. Pour l'heure, messieurs, Farid, Razik, Rudy, on va parler tout de suite d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore notre président de la République, Emmanuel Macron? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai, mes amis. Je ne vous apprends rien. Non. C'est donc la fête du travail. Eh bien, Emmanuel Macron, sur les vœux du 1er mai, il s'est exprimé. Qu'a-t-il dit? Écoutez le président de la République. On écoute. Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, pas de rassemblement dans nos villes pour fêter, comme nous le faisions depuis tant d'années, la Journée internationale des travailleurs. Et je veux avoir une pensée en ce jour pour les organisations syndicales qui ne peuvent tenir les traditionnels défilés, avoir une pensée pour les travailleuses, les travailleurs de notre pays. Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Et je sais toutes les contraintes qui pèsent sur les joies qui accompagnent normalement ce jour si symbolique. Et même si le maximum a été fait pour que le milieu du 1er mai puisse être vendu, partagé, beaucoup de ce qui est normalement fait n'a pas été possible et demeure interdit. Et pourtant, l'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs, n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant. Car c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la nation tient. C'est grâce au travail, au dévouement de nos soignants, des personnels de la protection civile, des forces de l'ordre, des armées, que nous sauvons chaque jour tant de vies. C'est grâce à l'engagement et au travail de nos agriculteurs, de nos fonctionnaires,
des salariés et des indépendants, que la vie continue malgré tout et que d'autres peuvent travailler aussi. Et je n'oublie pas tous les bénévoles qui ont répondu présents pour aider ceux qui en ont besoin, ceux qui ont rejoint la réserve civique ou sanitaire et tant d'autres. Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre, non. Privé des rituels de cette journée, nous en éprouvons aujourd'hui toute la valeur, tout le sens. Avec cette volonté forte, retrouver, dès que possible, les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation. Mes chers compatriotes, nous les retrouverons, ces 1er mai heureux. Chamailleurs. À qui faisait-il référence quand il parle des chamailleurs? Je ne sais pas. Peut-être il y a 2 ans, allons savoir. Voilà. Emmanuel Macron. Ouais. Ah oui, j'avais oublié, pardon. Vive la France, vive la République, Alors, tout ça. Eh, mais dites donc, Marine Le Pen, elle est quand même partie rendre hommage à Jeanne d'Arc, là. Enfin, Non. pour la marche du 1er mai. Apparemment, elle a fait une sortie, hein, je l'ai vu. Marine Le Pen. Ouais, je confirme. Tout à Voilà, fait. bah, Farid, tu confirmes? Complètement. Bon, En petit bah, voilà. comité, mais oui, tout à fait. Ouais. Bon, Et Christophe, il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, c'est malheureusement la commémoration de l'assassinat de Brahim Bouharam. absolument. Pont du On Carrousel. a été un des en premiers à le face. donner sur le Grand Forum, d'ailleurs. Exactement. Ah oui. Pas C'est une oublier. information qui ne passe pas au travers. Le devoir de mémoire est extrêmement important. En 1995, monsieur Farid Tabsamani, Complètement entre les deux tours de jeté l'élection présidentielle. dans la Seine par des nasillards du FN. Complètement. Pas oublié. Et Oui, Christophe, il y absolument. a quelque chose. Oui, Rudy. Il y a quelque chose aussi à noter par rapport au 1er mai et qui fait référence effectivement à ce qu'Emmanuel Macron dit, les chamailleurs. Effectivement, c'est assez maladroit, pour ne pas dire un petit peu bête, ce genre de formule, parce que pour rappel, le 1er mai, c'est en référence, vous savez, le 1er mai 1891, il y avait eu une attaque donc, de répression policière sur les travailleurs qui manifestaient dans la ville de Fourmi. Et ça avait causé 9 morts, dit-on, peut-être même plus en fait, et même des enfants et des adolescents. Et suite à ça, Georges Clemenceau avait fait voter donc, la possibilité d'avoir une journée de 8 heures, mais aussi de faire du 1er mai une fête nationale. Donc, c'est important de rappeler que le 1er mai, c'est pas un truc, une fête de chamailleurs, mais c'est une fête qui commémore d'abord des morts, morts de répression policière, alors qu'ils demandaient tout simplement et de façon totalement digne et légitime de pouvoir travailler au moins 8 heures, vu comment on sait comment les travailleurs bossaient à l'époque dans des conditions désastreuses. Donc voilà pour la petite histoire. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le 8 mai. On parlera, de l'autre 8 mai, le 8 mai 1945 en Algérie, lorsqu'il y a eu justement ces milliers de morts, hein, cher Razik Métiche, pendant que certains fêtaient la fin de la guerre, bah, d'autres subissaient l'atrocité de l'armée française. Razik? La marine française qui venait tout juste d'être récupérée, d'être de nouveau active, on a profité pour bombarder les côtes de Sétif et de Guelma. Les historiens jusqu'à maintenant n'ont pas tranché sur le nombre de morts exact, mais ils se chiffreraient à plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc après plus de 70 ans, il serait peut-être bon que les historiens fassent toute la lumière sur ces événements dramatiques. On invitera quelqu'un pour nous en parler. Et juste pour rebondir sur le 1er mai, moi, sur la déclaration d'Emmanuel Macron, et même de plus en plus dans ses éléments de langage et dans ses déclarations, je trouve qu'il est en train de virer de plus en plus Arlette Laguillet. Si on le laisse faire, il nous parle des lendemains qui chantent, travailleurs, travailleuses, unissez-vous. Enfin, réellement, dans la sémantique, il y a un glissement sémantique et rhétorique presque de la droite libérale à la gauche trotskiste qui est assez drôle à regarder. Peut-être voir si au prochain remaniement, s'il n'y a pas une volonté de braquer le curseur un peu à gauche pour finir le quinquennat. Je lance l'idée, mais je le vois un peu comme ça parce que vraiment les mots avec des formules toujours un petit peu disputées. Ouais. Oui, toujours. Bon. Ça fait partie de la Macronie, à croire, et du personnage. Petite parenthèse, Razik, on a vu passer une belle fake news que la presse a relayée sur ta ville à Bobigny. C'était assez incroyable quand même. Non, mais c'est hallucinant. Déjà, on dit presse, faut le dire vite et très vite. Lorsqu'on veut, je veux bien que l'on veut suivre l'actualité, mais il faut quand même prendre un minimum de précautions.
et un minimum de renseignements et recouper ses sources. Lorsque certaines presses ne donnent la parole qu'à nos amis de la mairie de Bobigny qui nous expliquent qu'ils allaient nous payer le loyer, et lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, nous, on a reçu le démenti de l'OPHM, la quittance du mois de mars, la quittance du mois d'avril, et que ces mêmes médias n'ont même pas l'humilité de reconnaître leur tort, et lorsqu'on sait qu'en bout de course, et moi, c'est ce qui me chagrine le plus, il y a des gens qui, ici à Bobigny, ont dépensé en fait leur budget loyer. Ils avaient acté qu'au mois d'avril, ils n'allaient pas payer le loyer, et donc ils ont profité pour se desserrer un petit peu la ceinture, et aujourd'hui, on va être en face à des drames, parce que certains ont voulu faire un coup politique et ont voulu presque régler le deuxième tour d'élection municipale en offrant le loyer. Sauf que malheureusement, on est dans un état de droit, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Et quant à la presse qui suit ça, on a vu que ça avait fait les grands titres, les choux gras. On a même vu Jafar Hamoun, adjoint au logement à la mairie de Bobigny, nous expliquer que tout allait être payé. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, on fasse la même publicité pour le fait qu'au final, la mairie de Bobigny, encore une fois, a promis, la mairie de Bobigny, encore une fois, a menti. Alors, messieurs, il y a un autre personnage qui a fait beaucoup parler de lui. Vous avez vu d'ailleurs les images à Marseille de Raoult dans sa voiture qui se fait klaxonner telle la grande star de foot de l'Olympique de Marseille des années 90. C'est-à-dire que depuis, Ou des années on en cherche 2020, encore. ou des années 2020, Non, on aurait dit on les cherche Payet, encore. on aurait On les dit cherche Payet. encore. Ouais. On est vice Quoi qu'il en soit, quand même. incroyable. Raoult a été interrogé par Apolline de Malherbe. J'ai beaucoup de mal avec cette personne, hein. Mais elle est quand même partie à Marseille l'interviewer. Voici la belle punchline que j'ai trouvée intéressante de Raoult face à Apolline de Malherbe. Regardez, écoutez, appréciez. En soi, tu es tellement fantasque. Donc, grâce à votre traitement, vous avez 3 fois moins de morts. C'est ça ce que vous dites. Votre traitement a permis qu'il y ait 3 fois moins de morts. Et puis des gens qui, sans votre traitement, seraient morts. Oui, et puis encore une fois, vous savez, je crois qu'il ne faut pas confondre. Oui. Il y a une chose, je vous assure, il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que ce n'est pas pareil. Parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis. Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à la télévision. Oui. Ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire. Oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Si vous voulez, c'est que Et ça a été comme ça tout au long de l'interview. Ah non, il mais n'a c'était pas incroyable. arrêté. Hallucinant. Hallucinant. Incroyable. C'était un distributeur gratuit de punchline. Ah ouais, grave. Je dis, ok, t'as voulu m'interviewer, pas de problème. Tu veux, il n'y a pas de souci, mais tu vas souffrir pour autant. Tiens, j'ai un petit truc pour toi, Farid Tabsamani. Ouais. Oui. Les images de Raoult acclamé. Oui, regardez-moi ça. Raoult acclamé à Marseille. On est là pour vous. C'était fou, les Marseillais. Et ce soir, vous mettez le feu, hein. Il est là, Vous êtes des malades, les mecs. Oh, il roule en Duster. Oh, il roule pas en Mercedes, celui, hein. Ouais, ce qui n'est pas le cas de Payet, hein, évidemment. Bon. Est-ce qu'on peut faire, Christophe, on peut faire un commentaire ou pas sur bien sûr, rapide. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup retenu, en fait, bon, bien sûr, les punchlines, il n'y a pas de souci. Il était dans son rôle de scientifique, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un décalage, en vérité, entre la notion scientifique et le journalisme, ou on va dire la masse de la population en général. Par contre, il y a un élément très concret, moi, qui m'a fait un peu flipper, enfin pas flipper, mais qu'on le dit souvent à cette antenne-là, c'est en fait, il dénonce notamment ce qu'on appelle la technostructure. Et quand il dit qu'en fait, le président de la République, en demi-mot, c'est ce qu'il dit, mais qu'en clair, s'est fait berner et se fait encore berner par la technostructure parce que lui-même en est issu, eh ben, c'est très grave. Je l'ai dit, moi, souvent à cette antenne-là, dit qu'en fait, en réalité, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités de politique, de chef d'État et de sauveur de la nation, et non pas uniquement faire du juridisme et faire de la technostructure comme le gouvernement dans son ensemble le fait. Et moi, mais Farid, ouais.
Farid, pour aller dans ton sens, mais quand même pour faire une petite mention particulière, la technostructure notamment de laquelle il parle, en fait, c'est le comité scientifique, en fait. Enfin, entre autres, hein, Oui, entre oui, autres. notamment. Mais là, oui, c'est vrai qu'il dit qu'effectivement, il ne faudrait pas que Macron fasse un petit peu trop confiance à la technostructure, à la technocratie, mais il faut quand même dire que c'est un comité ad hoc mis en place par Emmanuel Macron lui-même, alors qu'il se trouve qu'en France, il y a une haute autorité de la santé qui est, je pense, une autorité administrative indépendante et qui est compétente avec tous les process nécessaires pour évaluer, traiter le genre de crise sanitaire que l'on a connu. Donc, quelque part, ce qu'il y a avec ce comité scientifique, les petites polémiques, voilà, les petites controverses, quelque part, elles existent parce que c'est lui-même qui l'a mis en place. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi, Rudy. Sans compter, tu sais qu'il y a autre chose, c'est que le ministère des Armées, donc anciennement ministère de la Défense, lui est pratique. Enfin, si tu veux, dans leurs exercices traditionnels annuels, en fait, ils étudient les pandémies et ils ont des exercices sur les pandémies. Et ce qui est choquant dans toute cette crise sanitaire, c'est notamment le fait que le ministère de la Défense, des Armées plutôt aujourd'hui, n'a pas été du tout consulté. Alors, on se retrouve dans un instant, mes scandale. amis, sur France Maghreb 2 avec Lazare Darja. On parlera de cette opération humanitaire tout au long de ce week-end, le week-end de la générosité. Et François Durper, notre invité dans un instant sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, je voudrais, durant cette pause, évidemment, à la radio, mais aussi on est en direct sur Facebook, France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, l'émission phare de la radio, qu'on regarde Jacques Attali. Ça, c'est pour toi, mon Farid, et même d'ailleurs Razik et Rudy, bien entendu, mais Jacques Attali, qui constate avec grande tristesse que personne ne se mette à une économie de guerre. Écoutez ses propos, Jacques Attali. Un peu partout dans le monde, on continue à croire, et c'est le discours dominant dans les médias, quels qu'ils soient, que la crise va bientôt finir et qu'on va revenir au niveau normal. Non, la crise économique, sociale et politique ne fait que commencer. Même si demain matin, par miracle, la pandémie s'arrêtait et qu'on trouvait un vaccin et un médicament, il y a une crise économique d'une profondeur jamais connue. Le PIB français, pour ne parler que de la France, va être je le prévois depuis un mois et demi, à moins 15, alors que les prévisions officielles ont été à 0. Descendez, je suis en émission là. Moins 15, vous descendez, je vois personne là-haut. Parler du déconfinement, ça me paraît un peu une insulte à ceux qui n'ont jamais été confinés. Parce que si nous pouvons les uns et les autres être confinés, c'est parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas. Vous, sans doute aussi, dans les médias, il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Évidemment, dans le personnel de santé, ils ne le sont pas. Dans le personnel de sécurité, dans le personnel de voirie, enfin, dans un très très grand nombre d'activités, les gens n'ont jamais été confinés. Et parler de déconfinement, c'est un peu une insulte à leur égard, comme si eux avaient pu prendre tous les risques et que les autres étaient beaucoup plus à protéger qu'eux, comme si leur vie valait moins à ceux qui n'étaient pas confinés que ceux qui vont mettre le pied dans la piscine maintenant. Mais je constate avec grande tristesse que personne ne se met en économie de guerre. Il n'y a pas un gouvernement en Europe. Et il faut toujours lire entre les lignes quand on écoute Jacques Attali, Farid Tamsamani. Oui, toujours, mais il a complètement raison quand il parle de la crise économique dans laquelle nous vivons. Lui, il prévoit moins 15% du PIB. Moi, je la pense à beaucoup plus, en réalité. Alors, lissé sur l'ensemble de l'année 2020, je pense qu'on sera autour des 20%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est violent, hein, moins 20% de PIB. Ça veut dire que vous avez des gens, c'est pas marrant, mais vous avez des gens qui vont mourir de faim en fait en France. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que pour la première fois depuis l'après-guerre, vous avez des gens qui vont mourir de faim parce qu'on n'aura pas de quoi nourrir tout le monde. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc les gens, c'est vrai que quand on n'est pas forcément concerné, etc., on prend ça un peu à la légère. Mais je peux vous dire une chose, c'est que la crise économique dans laquelle on va être plongé, dans laquelle on est déjà plongé, elle va être d'une violence, mais extraordinaire malheureusement. Je vais abonder dans le sens de Farid, si on a un peu de temps. Il y a le préfet de la Seine-Saint-Denis, le conseil général aussi, qui lance des alertes en ce moment en parlant de dizaines de milliers de personnes qui vont littéralement souffrir de la faim. Donc c'est vraiment une crise d'une ampleur comme on n'en a jamais vu, même dans nos livres d'histoire. On pense à la crise de 29. Je pense à un ouvrage comme John Steinbeck, les raisins de la colère. On est en face de quelque chose de cataclysmique.
Juste pour la comparaison, sur le dernier trimestre, là, sur le premier trimestre 2020, on a eu à peu près 10 jours de confinement sur l'ensemble. Ça a donné moins 7% sur le PIB. Ça vous laisse augurer vraiment des chiffres dramatiques sur l'ensemble de l'année. Je pense aussi à des critères comme l'espérance de vie. Est-ce que l'espérance de vie va pas reculer? Est-ce que l'IDH, l'indice de développement humain, ne va pas reculer? Et encore une fois, ceux qui sont les moins bien lotis seront en première ligne face à la crise. Donc oui, véritablement les jours qui arrivent n'apporteront pas forcément un rebond ou un rebond espéré, mais en tout cas, il faut se préparer. Il faut se préparer réellement, et c'est vrai que c'est pas forcément la petite musique qu'on entend dans les médias et dans l'opinion publique. D'ailleurs, je crois qu'on a posé la question la semaine dernière à propos. Est-ce que vous pensez possible justement qu'il y ait des gens qui vont mourir de faim, quoi, dans ce pays, qui vont Oui, c'est clair. On se pose la question clairement, et c'est quand même hallucinant, Farid, de se la poser aujourd'hui en France. Non, c'est. Alors, tu sais, Christophe, la France, en fait, n'est pas un pays rectiligne. Vous avez, même avant la crise sanitaire, vous avez des gens qui étaient dans une très grande précarité. Vous avez des tas d'associations qui œuvrent tous les jours pour, malheureusement, venir aux plus démunis. Je fais notamment faire référence à la Banlieue Plus, notamment. Pardon, Farid. Pardon. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Je rappelle, amis auditrices, auditeurs, vous qui nous écoutez sur France Maghreb 2, bien sûr, et vous qui nous regardez sur Facebook en live, France Maghreb 2, que nous avons lancé le week-end de la générosité depuis 15 heures, et que vous pouvez participer pour donner votre don, pour aider et bien justement l'association Muslim Hands à apporter des iftars, à permettre aux gens au Yémen qui vivent dans une situation dramatique, la guerre plus la pandémie du Covid-19. Vous imaginez ce que ça peut donner. On compte sur vous tout au long de ce week-end. On va faire de nombreux rappels avec Muslim Hands, avec qui on s'est associé pour ce week-end de la générosité sur France Maghreb 2. Donc Muslim Hands, vous pouvez les joindre bien sûr par téléphone pour vos dons. C'est 12 € pour nourrir un pauvre, un nécessiteux au Yémen pour un iftar, 120 € pour 10 personnes, 260 € pour 100 personnes. Il y a plein de formules. Allez voir sur le www.muslimhands.fr, et vous pouvez appeler le 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05. Voilà, n'hésitez pas, mes amis. Écris comment, le Muslim Ramadan, Hands? MUSLIMHANDS. Hands, d'accord. Ok. Voilà, Muslim Hands. On va trouver ça et on va vous mettre ça en route. Voilà, n'hésitez pas, c'est le week-end de la générosité, les amis, avec France Maghreb 2, et Lazare Draja, qui est le directeur, sera peut-être avec nous avant la fin de cette émission. Il le sera en tout cas tout au long de ce week-end. N'hésitez pas à participer, on compte sur vous. Et vous savez que tout à l'heure, lorsque j'ai fait l'émission avec lui, il nous a confié que les auditeurs de France Maghreb 2 étaient de très loin les plus généreux de toutes les radios avec lesquelles ils ont eu à travailler. Donc franchement, ça, machallah, comme on dit, en ce 8e jour de Ramadan, c'est toujours bon à prendre, et on compte sur vous. Donc 01 49 48 05 05 49 48 05 05, et le site internet donc muslimhands.fr. Donnez sans compter, les amis. Bon, mon Rudy, on a parlé pendant la pub de Jacques Attali, qui était attristé, et c'est avant de recevoir notre invité dans un instant, François Durper, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Qui est là, qui est déjà là. Ah, bon, alors vous savez quoi, on va l'accueillir tout de suite. On ne fait pas attendre Monsieur Durper. Monsieur François Durper, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Monsieur Durper, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je vous présente mes camarades. Farid Tamsamani, Rudy Kazi, qui paraît-il, vous le connaissez un petit peu, et monsieur Razik Metiche, sans oublier Philippe Poyaki. Alors, monsieur Durper, vous êtes historien, vous êtes chercheur et vous êtes écrivain. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un ouvrage que vous avez sorti. Alors, pas seul, parce que vous êtes offert quand même le travail de 60 universitaires, notamment un islamologue qui nous intéresse, nous, page 107, c'est monsieur Khaled Penchir. Pour parler de quoi? Du bonheur. 2 secondes, Christophe, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur Durper, vous entendez, Christophe? Non. Non. Alors, on a un petit c'est souci. embêtant. S'il ne m'entend pas, là, ça va être compliqué, les amis. Ouais. Monsieur Durper, vous m'entendez pas? Non, il ne m'entend Non. pas. Bon. Alors, ce que je vais vous proposer, Monsieur Durper, c'est de ressortir de la room et de rentrer, et là, ça va se réinitialiser. Alors, je coupe. Je vais m'en occuper pour vous. À tout de suite. D'accord, génial. Voilà. Il est formidable, hein, ce Philippe. Bon, du coup, Rudy. Ah bah oui, non, attends, c'est la technique, hein, bon, Rudy. Du coup, Rudy, sur un petit mot rapide sur Jacques Attali, sur Jacques Attali, donc sur l'économie de guerre. Non, mais de toute façon, Jacques Attali fait souvent des propositions qui parfois peuvent être effectivement intéressantes. Mais bon, moi, je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression. Alors, excuse-moi, mon Rudy, je suis obligé de te couper parce que avant d'accueillir François Durper, je suis désolé, mon Rudy. Hein, t'inquiète pas, je te redonnerai la parole là-dessus tout à l'heure. On va du côté du téléphone pour accueillir Lazare Drarja pour parler de ce pourquoi nous sommes mobilisés du côté de Muslim Hands tout au long de ce week-end. Lazare Drarja, bonsoir, rebonsoir, salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam, bonsoir à ton invité aussi. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon ramadan et que Dieu, Inch'Allah, accepte vos efforts tous et toutes. Alors, Lazare, on rappelle ce pourquoi France Maghreb 2 et Muslim Hands se sont associés pour ce deuxième week-end de Ramadan, mais premier week-end de la générosité. Cela concerne le Yémen, soit précis, concis et assez rapide, cher Lazare, pour mobiliser et appeler les auditeurs de France Maghreb 2 à se mobiliser. Bien sûr, donc je tiens à te remercier toi, remercier bien sûr toute l'équipe de France Maghreb 2 de nous avoir permis justement ce week-end de générosité. Donc je vous rappelle que Muslim Hand livre, je dirais, une bataille contre la famine à travers le monde. Actuellement, nous sommes présents dans une quarantaine de pays dans lesquels on offre, je dirais, des repas, des iftars. Donc vous pouvez actuellement offrir des iftars car, vous savez, vous jeûnez, nous jeûnons, tout le monde jeûne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Dieu nous a permis de jeûner, ça ne pas oublier, parce que c'est la première des choses. Donc sachez que la chance que nous avons, que j'ai personnellement, que vous avez, chers auditeurs, de pouvoir manger le soir à sa faim, et y avoir une table, je dirais, assez garnie. Donc ces personnes dans lesquelles nous voyons, nous personnellement, j'étais récemment au Yémen, n'ont pas la même chance que vous et moi, et je les ai vus personnellement, ils vivent dans des moments, je dirais, ils vivent des moments très compliqués, très durs dans leur vie, d'où l'importance, chers auditeurs, de faire un effort. Moi, je vais encore plus loin. Moi, je vous demande tout simplement ce soir, Inch'Allah, comme ce soir, que je demande à Allah d'accepter votre jeûne, et lorsque vous allez vous mettre à table, quand vous verrez votre table bien garnie, la première des choses, vous devez remercier votre Créateur, votre Seigneur, de vous avoir donné cette chance d'avoir une table garnie. Donc, ayez une pensée, je dirais, à ces personnes qui n'ont pas la même chance que vous. Sachez que nous avons débloqué déjà sur notre territoire en France, 3 fonds, un pour Lyon, un pour Paris et un pour Marseille, pour venir en aide à des populations locales, notamment en France. En international aussi, nous avons débloqué plusieurs fonds pour venir en aide à toute population qui souffre malheureusement que ce soit du Covid-19 ou, je dirais, malheureusement, de l'habitude qu'ils ont, c'est tout simplement la famine. Sachez que le Yémen, puisqu'on parle du Yémen, le Yémen, il traverse malheureusement une crise humanitaire sans précédent. C'est une des plus grandes crises humanitaires qui est connue, je dirais, le Yémen, ces derniers temps. Donc, c'est selon l'ONU, c'est même pas moi qui le dis, c'est les statistiques de l'ONU. Malheureusement, le Yémen traverse une très grande crise humanitaire. Lazare, pardon de te couper parce qu'il faut qu'on aille assez vite. Il est important justement de demander aux auditeurs de se mobiliser tout au long de ce week-end pour offrir, et c'est là où c'est important, Lazare, que tu nous rappelles, offrir quoi? Eh bien, un iftar pour une personne. Combien ça coûte pour un soir et non pas pendant tout le Ramadan? Dis-nous, Lazare, voilà, concrètement, ce qu'on peut faire comme don. C'est très simple. Vous pouvez éventuellement offrir pour une famille complète pendant tout un mois pour 110 €.
Voilà. Vous pouvez offrir pour 12 € un iftar par jour. Vous pouvez offrir pour 120 € pour 100 personnes, et ainsi de suite. Vous pouvez offrir aussi des colis alimentaires pour une famille entière pour 270 €, pour 100 familles. Donc pour 100 personnes à Afouane. Voilà. Donc vous trouverez tout cela sur notre site muslimhand.fr, muslimhand.fr, et bien entendu, on privilégie tout simplement les dons sur le net, car vous savez, nous sommes tous confinés et on doit respecter le confinement, bien entendu, tous et toutes. On compte sur vous. À tout à l'heure, Lazare. Tu nous feras un premier point sur la mobilisation. Merci à vous. Et à tout à l'heure avec Cher Bajrafil dans l'émission Par l'Islam. Merci à vous. Sarah Tolek, merci beaucoup, Lazare. Bon, de retour avec, j'espère, François Durper qui m'entend ou pas? François Durper, est-ce que vous m'entendez? Là, il t'entend, mais on n'entend pas. Lui, on n'entend pas. Philippe, qu'est-ce qui se passe? François Durper, il est chercheur, historien, écrivain. Et il est avec nous aujourd'hui pour parler. Pas. Il faut mettre le micro, peut-être. Votre micro est ouvert. On vous voit, mais on ne vous entend pas, monsieur Durper. On va essayer de le faire en audio. Restez comme ça, on va essayer de le faire en audio. Bon, très bien. Donc, monsieur Durper, qui, je le rappelle, est chercheur, écrivain, historien, et il revient sur la quête de félicité qui agite l'humanité depuis la préhistoire. C'est un ouvrage collectif qui se penche, non pas se pense, mais qui se penche sur le bonheur. Ah, le fameux bonheur. Le bonheur, malgré tout, au Cherche Midi, avec une préface d'un certain Alain Corbin. Et la première question que j'ai envie de lui poser, je ne sais pas si monsieur Durper nous entend ou pas encore. François Durper, notre invité ce soir, pour parler de son dernier livre. Et je vais laisser après mes camarades. On va essayer de faire une espèce de ping-pong ensemble, si vous voulez bien, pour poser des questions chacun. Farid, Rudy, Razik et éventuellement aussi Philippe, si évidemment il souhaite poser des questions, il est bienvenu. On va essayer comme ça de profiter de la présence de M. Durper pour obtenir le meilleur, évidemment, de lui. Ça va pas être très difficile. Et pour parler de son livre, mais aussi pour parler de ses travaux, parce que c'est un historien, je crois, si je ne m'abuse, spécialiste des États-Unis, de l'histoire américaine. Donc très intéressant, quoi qu'il en soit. Monsieur Durper, m'entendez-vous? Quelques secondes, Christophe. Très bien. Bon, du coup, Rudy, sur Jacques Attali tout à l'heure, t'as pas fini? Vas-y, tu peux y aller, d'autant qu'on mette en connexion François Durper. Donc, 2 secondes. Monsieur Durper, vous nous entendez? Par contre, nous, on ne vous entend pas. Bon, on va le faire en audio. On vous contacte en audio tout de suite. Ouais, c'est mieux de le faire en audio, comme ça on va pouvoir l'entendre et profiter de tout ce qu'il a d'important à nous dire. Exact. Donc Philippe nous fait la connexion comme il se doit. Ah ouais, c'est ça le problème des Apple. Hein, vous avez tous des Apple et voilà, ça marche pas avec notre système. Hein, c'est le problème de la pomme, Philippe. Les aléas du direct. Les aléas du direct, mais tout va bien. On trouve toujours une solution. Alors Jacques Attali qui regrette, qui est attristé que personne n'ait pensé à faire une économie de guerre, Rudy. Oui, bon, après, économie de guerre, encore faut-il penser qu'il y aurait des guerres qui auraient éclaté comme celles que l'on a connues après la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, tout ce qui avait été mis en place à l'époque, le plan Marshall, etc. Voilà, mais non, mais bon, une économie de guerre, je veux dire quand même, l'Europe, c'est devenu un des espaces de paix les plus importants à travers le monde, si on prend en compte tout ce qui relève effectivement des affrontements, etc. Donc, je vois dans quel sens il va, mais je trouve que c'est un petit peu trop extrême de parler d'une économie de guerre. Moi, je pense que c'est surtout les systèmes économiques qui sont ébranlés, le système capitaliste qui est ébranlé, dans le sens où le libéralisme était quand même philosophiquement quelque chose de bien sur le plan politique. Mais lorsqu'on va maintenant sur un libéralisme économique qui nie la possibilité des personnes les plus démunies à pouvoir s'inscrire dans l'aspiration d'un développement économique exacerbé par une mondialisation qui est bien pour certaines entreprises, mais qui crée des
décalages énormes dans un propre pays, un régionalisme comme on a pu assister en France et qui a créé la situation des gilets jaunes. Je pense que le problème, il est plutôt là, il est plutôt sur le révisionnisme de notre économie, de la manière dont on la conçoit. Et pour parler effectivement des difficultés que l'on connaît en France, les gilets jaunes étaient une des premières alertes, bien d'autres bien entendu. Mais il y a pas que effectivement dans les contrées reculées de la France qui concernent les gilets jaunes, même dans les quartiers défavorisés, quand vous voyez que 2,7 fois qu'il y a 2,7 fois plus de chômage dans les quartiers défavorisés, on voit bien que cette crise économique va avoir un impact particulier, mais sur des populations qui sont déjà touchées par la difficulté. Bon, très bien. Est-ce que M. Durper nous entend cette fois-ci? Monsieur Durper, François Durper avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum. On va y arriver. Philippe, on entend. On a perdu Philippe, je crois. Ah, on a perdu Philippe. Si on a perdu Philippe, on a perdu François Durper, les amis. Et on vient de perdre Farid. Eh ben allez, c'est parti. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Non, vous inquiétez pas, 1er mai en même temps. Là, vous avez qu'à rester chez vous, travailler. Pour la fête du travail, on ne travaille pas. Philippe, Voilà. il n'était pas en backstage. Non, mais sinon, on fait par téléphone au standard. Ouais, bah oui. Appelez-moi François Durper au téléphone, les amis. Nabil, mets-toi en contact avec Philippe. Vous savez quoi? On va se balancer la pub, comme ça on est tranquille. Nabil, on balance la pub sur France Maghreb 2. C'est ça. On va balancer. Bonne idée. Bah oui, non, parce que sinon on va pas y arriver. Donc on fait la pub tout de suite, les amis. On appelle François Durper par téléphone et il sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, tout de suite. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, Et ça va mon Philippe? on s'excuse auprès de François pour les couacs techniques. C'est bien la première fois que c'est aussi virulent. Ah oui, non, mais c'est bizarre. Non, mais c'est la fête du travail, Rudy. C'est le 1er mai, c'est ça, c'est le 1er mai. 1er mai. C'est pas ça, c'est. On a Philippe qui est en train de tirer des câbles. Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe? Attends, je peux pas faire des choses. L'image était très drôle. Je me suis dit là, on va avoir un mort, un clavier, une souris, je sais pas, mais ça tirait fort. Ah ouais. On est entre nous, Christophe. Bon, je peux te féliciter pour ton titre ou pas? On est sur le live France Maghreb 2 et Christophe le grand forum. Oui, donc je peux te féliciter pour ton titre de champion. Ah, merci mon Rizik. Merci mon Rizik. Et moi, est-ce que je peux te féliciter pour Marseille? Ah bah j'en attendais pas moins, bien sûr. On ira ensemble en Ligue des Champions, bien sûr. Bon, peut-être qu'on ira même au Vélodrome ensemble. Faire figuration, c'est déjà bien, hein? Ah, comme l'a dit le Philippe de Coubertin, l'important c'est de participer. Hein. C'est ça. Et pas de finir avec 0 point dans les phases de poule. Hein. Je me souviens pas de ça, mais c'est un souvenir qui vraiment m'échappe. C'était juste la dernière campagne en Ligue des Champions, mais. Parce que moi, j'ai mon pote. C'est quand on l'a gagné, non? C'est pas ça, c'est pas ce jour-là. Tu veux dire lorsqu'on a changé pour la toute première fois les modes de qualification de Ligue des Champions et qu'on les a rétablis l'année juste d'après? Merci Bernard Tapie. Rappelle-moi, l'étoile sur le maillot qu'on a, c'est pour la décoration ou c'est pour quelque chose? Je crois que c'est pour une Ligue des Champions qu'on a gagné. Mais c'est très bien, c'est très bien. Oui. Faut juste se rappeler que ça fait des années que vous n'avez pas gagné de titre, mais bon, c'est. C'était au siècle dernier. Exactement. Non, vous abusez, les Parisiens. On dit que les Marseillais, ils en rajoutent, mais les Parisiens, 2012, c'est quand avec des C'était avant le bug. C'était avant le bug de 2000. Qu'est-ce qu'il appelle qui là? T'appelles qui, Philippe? Je crois que vous avez pas Canal+, les amis. Oui. 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 Bon, voilà. Alors, on va être en live direct. Très bien. Mon audio. D'accord. Et je gère pour l'image. L'appel a été mis en attente. Ah bah. Il t'a mis en attente, je crois, Philippe. Votre appel a été mis en attente. Ah non, François, c'est pas bon ça. Il t'a mis en attente, mec. Votre appel a été mis en... Voilà. Voilà. Rudy Kazi, c'est à Marseillais, François Durper, ou explique-moi? Ah ouais, non, mais c'est parce que Nabil doit l'appeler de l'autre côté. Ah bah oui, voilà. Les mecs, franchement, c'est le 1er mai. Non, vous êtes. Non, mais c'est grave. Moi, là-bas, je suis venu vous féliciter, fair play comme je suis, et vous venez me tatiner comme ça. Non, mais on aime bien, mon Razik, t'inquiète pas. C'est gentil. Non, mais il faut toujours taquiner un petit peu les Marseillais. Bien sûr. On est à Paris ici, quand même. Hein. C'est le match dans le match. Dans le 91, c'est pas Paris. Hein. C'est pas la même chose. Ah, monsieur Durper est avec nous. Allô?
Monsieur Durper, François Durper est avec nous ou pas? Bon, Nabil, faites-moi signe, les gars, là. C'est le 1er mai, je ne sais pas ce que vous foutez aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Hein. Nabil nous dit que Monsieur Durper est avec nous. Ah bon, bah Monsieur Durper, bonsoir. S'il était avec nous, il me répondrait. Enfin, c'est la moindre des choses. Hein, Nabil, qu'est-ce qui se passe? Bon, et vous savez, on va revenir dans un instant, vous inquiétez pas, les gars. Et Rudy, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est ouais, le 1er je suis mai. un peu je suis embêté, là. Non, mais t'as pas à être embêté, c'est la technique, mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on fait dans les conditions du direct. Ah, il n'y a pas que nous. Tu sais que t'as qu'à regarder un petit peu Cyril Hanouna, tu vas voir comment il galère des fois. Hein. Tout le monde galère en ce moment. Hein. On est dans des situations vraiment très complexes, très particulières. Et... Soit. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec 18h44. Rudy Kazi, Razik Metich, on a perdu Farid Tamsamani, on devrait le retrouver dans un instant. Il est là, mon Farid, voilà. Est-ce qu'on a retrouvé cette fois-ci au téléphone Monsieur François Durper? Nous entend-il? Bonsoir Monsieur Durper. Bonsoir. Ah, Abdullah, comme on dit chez moi. Nabil, est-ce que pour le plaisir et le confort de nos oreilles, tu peux monter le son un maximum, s'il te plaît? Sur ton bouton bleu, pas sur le vert. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, Monsieur Durper, vous êtes historien, chercheur, écrivain, et vous êtes donc vous revenez sur la quête de félicité qui agite l'humanité depuis la préhistoire, avec un ouvrage collectif qui se penche donc sur ce fameux bonheur, le livre Le bonheur malgré tout, aux éditions Cherche Midi, avec une préface de Alain Corbin. Alors, la première question, et on va essayer de faire un ping-pong avec tous mes amis ici présents, Farid Tamsamani, Rudy Kazi, Razik Metich et Philippe Boyaki, pour vous poser et profiter de votre présence aujourd'hui, parce que vous avez de multiples casquettes. Est-ce que cet ouvrage est d'utilité publique en cette période de crise que nous connaissons, à savoir le Covid-19, puisqu'on parle de bonheur? C'est assez relatif, François Durper, pardon. C'est assez relatif quand on parle de bonheur, mais est-ce que ça peut être quand même d'utilité publique, cet ouvrage, en cette période si particulière? Oui, c'est effectivement, bonjour à tous, merci de me recevoir. On n'a pas fait exprès, hein. C'est vrai qu'on a publié l'ouvrage juste avant le confinement. Cette histoire mondiale du bonheur qui revient en fait sur des millénaires d'histoire du bonheur dans toutes les civilisations, hein, que ce soit en Afrique, en Chine ancienne ou dans le monde arabo-musulman, avec un très très beau chapitre de Khaled Bencher sur l'islam et le bonheur. Page 107. D'ailleurs, pour souhaiter un très bon ramadan, hein, à tous les musulmans. Je pense que c'est d'utilité publique parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui peut-être dépriment un petit peu en confinement en se disant, il y a des raisons. Hein. Il y a tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont perdu un proche, tous ceux aussi qui sont un peu dans l'incertitude, qui voient aussi leur projet économique en difficulté. Et en même temps, c'est une période aussi où on se recentre sur soi-même, où on réfléchit à sa vie. Et c'est peut-être aussi l'opportunité précisément comme on le fait pendant la période de Ramadan, hein, vous vous rappelez de la sourate 87 qui parle du fait de faire un effort sur soi pour essayer d'apaiser son âme. Le bonheur, c'est avant tout quelque chose à l'intérieur de soi. Il y a des désordres extérieurs, il y a des problèmes extérieurs, mais il ne faut pas que ces problèmes extérieurs vous impactent à l'intérieur en termes de colère, en termes de désespoir, en termes de frustration. Donc oui, effectivement, on trouve dans cet ouvrage plein de solutions pour être heureux et dans toutes les civilisations du monde. On n'est pas heureux de la même manière en Afrique, en Amérique du Nord ou en Asie. Oui. François Durper? Oui, voilà, oui. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. J'ai envie de rebondir justement sur votre dernière phrase. On n'est pas heureux de la même manière en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Comment on peut définir ainsi le bonheur? Si ce livre apporte une réponse, quelle est-elle? Alors, effectivement. Le bonheur, c'est, disons qu'en fait, la recherche
du bonheur. Pour faire simple, le bonheur, c'est essayer d'être bien dans sa vie, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'une grande définition philosophique. C'est essayer de se sentir bien. Eh bien, ça, on le trouve partout, dans toutes les civilisations, chez les Touaregs, chez les Peuls, chez les Chinois, partout, on retrouve ça. Mais on ne le trouve pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le bonheur de la même manière chez les Amérindiens, où, par exemple, la relation avec l'environnement, la relation à la nature, avec son environnement végétal et animal est très important. Et chez les Américains au XXe siècle, où là, il faut aller chez Disney, où le bonheur s'achète, se vend, se revend, où c'est une société des loisirs. Ou par exemple, chez le premier calife, qui explique que le bonheur, c'est d'abord l'intimité avec l'être aimé. Donc c'est des manières différentes d'être heureux dans les différentes civilisations. Je vous donne un exemple très concret. Vous m'avez parlé d'Afrique. Eh bien, dans beaucoup de civilisations africaines, on parle par exemple en Afrique du Sud de l'Ubuntu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes heureux que parce que les autres sont heureux, que parce que votre famille est heureuse, votre communauté est heureuse. Et je vous donne un exemple très concret de l'Ubuntu. On le trouve en ce moment en période de Covid-19. Regardez tous ces soignants, regardez tous ces taxis, regardez tous ces journalistes qui nous informent, vous. Eh bien, on dit quoi? On dit on a peur, c'est dur, mais on est aussi heureux de se rendre utile. Donc ça veut dire que se rendre utile pour les autres, c'est déjà une grande solution pour le bonheur. Vous pouvez vous lever le matin et être un petit peu, je sais pas, déprimé ou à pas avoir envie vraiment de se lever. Et si vous savez que vous devez vous rendre à l'hôpital et que vous allez sauver des vies, bien, ça vous donne non seulement le sens de devoir quelque chose, de faire quelque chose, mais aussi le sentiment d'être heureux et de servir aux autres. François Durper, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce livre. Avant de passer la parole à mes camarades qui ont certainement beaucoup de questions à vous poser, vous vous êtes offert et comment a été votre choix, le fait de vous entourer d'une soixantaine d'universitaires pour travailler avec vous autour du bonheur, pour que on puisse accoucher de ce livre sur le bonheur dans le monde, justement auquel vous faites référence, l'histoire mondiale du bonheur de François Durper aux éditions du Cherche Midi. Sur ces 60 universitaires, comment s'est fait votre choix? Oui, tout à fait. Mais en fait, d'abord, j'ai effectivement fait un plan. Alors, en histoire, c'est facile. Hein, on remonte de la préhistoire avec Cro-Magnon, avec l'homme de la préhistoire. Et là, j'ai demandé à un paléontologue, Jean-Paul Demoule, qui est un des plus grands paléontologues au monde, de me raconter ce que ça pouvait être qu'être heureux pour l'homme de la préhistoire. Puis après, j'ai essayé de prendre des plus grands spécialistes dans tous les domaines. Par exemple, sur la Chine ancienne, j'ai demandé à Han Cheng, qui est la spécialiste de la Chine, au Collège de France. Sur le Japon, j'ai demandé à Christophe Sabouret, qui est aussi un très grand spécialiste du Japon. Sur l'islam, j'ai demandé au grand islamologue Khaled Bencher, qui est un des plus grands islamologues que vous connaissez, de me raconter ce que c'est que le bonheur et l'islam. Donc, jusqu'à la période la plus El Hadj Hamidou Kassé pour les Peuls, qui connaît très bien, ou Souleymane Bachir Ndiaye sur l'Afrique. Donc chaque historien allait me raconter, parce que lui connaissait très très bien sa période, sa région d'études, allait me raconter comment les gens vivaient leur bonheur à différents moments de leur histoire. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, parce que il y a des chapitres très contemporains sur comment être heureux aujourd'hui. Il y a un chapitre notamment sur la psychologie positive, des chapitres également sur le bonheur au travail, sur le bonheur à l'école, sur le bonheur dans sa vie privée. Ouais. François Durper, question de Rudy Kazi. Oui, salut François, comment vas-tu? Salut Rudy, comment ça va? Ça va très bien, très content de faire cette émission avec toi. Alors, moi, ce que j'apprécie particulièrement par rapport donc, à ton ouvrage, c'est qu'effectivement, c'est pas un ouvrage en fait sur le développement personnel à proprement parler. Voilà, on est vraiment sur un travail donc de recherche anthropologique, voire même il y a aussi une donnée spirituelle qui est assez forte dans cet ouvrage.
Et donc, j'ai apprécié notamment la partie de Bachir Diagne, notamment sur tout ce qui relève de l'Ubuntu. Bon, moi-même d'origine africaine, d'origine congolaise plus précisément, il y a un peu aussi la notion du Kimuntu dans les sociétés congolaises qui littéralement, en fait, qui implique en fait qui relève de l'individu, c'est-à-dire la sagesse de l'individu. Et c'est cette africaine très tournée effectivement sur l'entraide de la cellule familiale. Moi, tout ça, ça m'amène aussi à une question. Je me suis aussi intéressé à tout ce qui relève aussi de l'histoire de l'esclavage. Comment est-ce que, effectivement, les esclaves de l'époque, avaient une appétence particulière pour les réjouissances musicales, parce qu'elles étaient libératrices de la condition dans laquelle ils étaient enfermés, ce qui peut expliquer peut-être un intérêt particulier pour les musiques et qui va peut-être tordre le cou à certaines personnes qui pensent que c'est juste du divertissement et que les Africains de façon générale et les Afro-Caribéens ne sont préposés qu'à la musique, au lieu d'essayer de comprendre en fait quelle est l'origine sociologique, historique de ces comportements qui sont des comportements pour certains salutaires. Moi, j'aimerais savoir si dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si un livre comme le tien peut être utile pour apporter en fait un peu plus de recul, de sagesse et même d'humilité sur l'être humain, notamment dans l'application des politiques publiques aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer en fait de travailler à rendre les gens davantage heureux, non pas uniquement sur la rentabilité de ce que pourrait apporter leur vie ou leurs affaires, mais ne serait-ce que sur la notion du vivre ensemble, du partage ensemble et même du agir ensemble. François Durper. Merci Rudy. Ouais. Merci Rudy pour ta lecture attentive de l'ouvrage. Et tu as bien fait effectivement de voir toi dans la culture congolaise effectivement et notamment en lingala tu as des mots qui ressemblent beaucoup aux mots qu'on retrouve en Afrique du Sud et l'Ubuntu qu'on retrouve effectivement aussi au Congo. La culture bantou. Pour répondre à ta question, oui exactement. Je pense que pour répondre à ta question, effectivement, c'est pas un ouvrage de développement personnel. C'est-à-dire que on va pas se centrer sur l'individu pour dire voilà comment toi, dans ta petite personne, il y en a plein de bouquins comme ça qui t'expliquent comment être heureux tout seul. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de donner d'avoir des éléments un petit peu factuels, un peu précis sur comment les différentes civilisations humaines ont essayé d'être heureux. Et donc, ça te donne peut-être des pistes personnelles, mais ça te dit pas voilà comment tu dois faire pour être heureux en 3 ou 4 leçons. Et puis, ça dit aussi que le bonheur, il n'est pas individuel, il est collectif. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une période, par exemple, compliquée. Cette période de confinement, c'est une période qui est compliquée un peu pour nous tous. Et on voit bien qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. Que l'État, il a aussi sa part à faire. Le collectif, il a sa part à faire. Alors, par exemple, le rapport entre l'argent et le bonheur. C'est très simple. On a dans beaucoup de chercheurs en matière de bonheur qui nous expliquent que si un gouvernement donne donne de l'argent à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, ça ne va pas améliorer le bien-être d'une société. Pour améliorer le bien-être d'une société, eh bien, il faut donner à ceux qui ont moins. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'argent, on dit l'argent fait le bonheur. Ça c'est vrai et c'est faux. Pourquoi c'est vrai ? Parce que l'argent il fait le bonheur quand on n'en as pas. C'est-à-dire que quand tu n'as pas à manger, quand tu n'as pas la santé, quand tu n'as pas pour éduquer tes enfants, si on te donne 100 €, tu sais quoi en faire. Et là, effectivement, l'argent fait le bonheur. En revanche, quand tu as déjà beaucoup d'argent, on peut te donner beaucoup d'argent. Ça ne va pas améliorer fondamentalement ton bien-être. Ça, c'est vraiment précis. C'est des chercheurs qui l'ont montré, plein de recherches qui ont montré quoi ? Par exemple, tu gagnes au loto. Tu vas avoir évidemment une bouffée de joie instantanée. Mais au bout d'un certain nombre de mois, il y a un phénomène qui s'appelle l'habituation hédonique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas revenir à un niveau de bonheur initial. Et donc, tout ce qui est en termes de possession, c'est pas ça qui fait le bonheur. Ce qui fait le bonheur, disent les chercheurs qu'on a interrogés, c'est pas la possession, c'est les relations. Et notamment, c'est comment tu transformes, si tu as de l'argent par exemple, comment tu transformes cet argent, non pas en possession, mais en expérience de vie. Je donne un seul exemple. Si on te donne, tout d'un coup, tu gagnes au loto, au lieu de t'acheter 4 ou 5 voitures de sport, si tu prends un bateau, tu fais la traversée de l'Atlantique,
c'est une expérience de vie. Et ça va te donner beaucoup plus, et en plus partager avec des gens avec qui tu vas partir. Donc ça, si tu veux, ça va augmenter ton niveau de bien-être pour durable. En plus, hein. Tu vas te souvenir en plus de cette expérience de vie. Alors que bon, ta première, ta deuxième ou ta troisième voiture, d'ailleurs en plus, si tu amasses des possessions, bien, c'est encore une fois, hein, ce que je dis là, c'est pas la religion, etc. C'est vraiment les chercheurs qui le disent. Ton bonheur va pas augmenter fondamentalement. Hein. Donc, François Durper avec nous sur France Maghreb 2. Question très intéressante avec ce livre sur le bonheur, absolument à se procurer parce que c'est d'utilité publique, les amis, en ce moment, en cette période de pandémie du Covid-19. Razik Metis, tu as jeté un coup d'œil, je crois. Qu'est-ce que cela t'a inspiré, le livre de François Durper? Ça m'a inspiré une question. L'idée de bonheur est quelque part une idée quand même assez neuve et surtout dans son acceptation moderne. J'avais une question. Certains États l'ont constitutionnalisé. C'est-à-dire, je pense à la Déclaration française des droits de l'homme ou à la Déclaration d'indépendance des États-Unis, où il est inscrit dans le marbre constitutionnel que la recherche du bonheur est un des leviers et une des libertés inaliénables de l'homme. Ça m'amène une question. Est-ce que nos sociétés occidentales, en constitutionnalisant ce droit au bonheur et quelque part en filigrane, en donnant à l'État les clés pour ce droit au bonheur, est-ce qu'on ne passe pas quelque part à côté de l'essentiel? Est-ce que le bonheur ne serait pas tout simplement personnel et particulier et sur un cheminement personnel? C'est des questions de haute qualité dans le grand forum, hein, M. Durper. Ouais, je vois, mais c'est très intéressant. Effectivement, il y a effectivement plein de... Les États, tu les as cités, hein, la déclaration d'indépendance américaine, la recherche du bonheur. D'ailleurs, il y a peut-être les gens qui ont vu le film avec Will Smith, hein, la recherche du bonheur. C'est dans la déclaration d'indépendance américaine. Dans notre déclaration française, il y a la question du bonheur aussi qui est centrale. Et il y a même un État qui s'appelle le Bhoutan, qui a inscrit ça dans sa constitution et qui est vraiment le pays du bonheur, où ils ont même inventé non pas un PIB, un produit intérieur brut, mais un produit du bonheur. Hein. Ils se sont dit, il faut vraiment évaluer le bonheur et pas seulement la croissance économique de la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le bonheur, tu vas le ressentir toi en tant qu'individu et au milieu de tes proches. C'est pas l'État, faut pas attendre du gouvernement ou d'un président qui te dise bah voilà, tu es heureux. Ça évidemment on l'a compris. En revanche, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que des États se sont dit il faut permettre, faciliter l'accès au bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que tu vas mettre en place ce qu'on appelle des welfare states. Alors, en anglais, le bonheur individuel, c'est well-being, le bien-être. Well-being, mais collectif, c'est le welfare. C'est-à-dire que l'État va, par exemple, par la sécurité sociale, par le droit à la santé, par l'interdiction du travail des enfants, en faisant évoluer les droits, en permettant un salaire minimum, va donner, si tu veux, des conditions à tous pour accéder à un certain niveau de bien-être. Et après, libre à toi de construire ton propre bonheur. Parce qu'il y a une question qui est simple, et depuis l'Antiquité, on le voit, hein, depuis les Grecs, depuis la Chine ancienne, c'est que le bonheur, il dépend quand même de toi. C'est une décision de toi-même. Si tu te lèves le matin, en plus là, on est confiné, tu te lèves le matin, tu te dis, j'ai pas grand-chose à faire dans la journée, tu peux très bien te mettre un peu la tête dans le sac toute la journée. Donc il faut une énergie, il faut une décision, il faut avoir envie quelque part. Et je vais dire une phrase très simple pour conclure. On dit souvent, tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu la meilleure définition du bonheur. Parce que bonheur en latin, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est augurium, c'est ce que les dieux te donnent comme récompense à ton action. Donc il faut quand même en vouloir, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est la même définition en mandarin chez Confucius, par exemple, le fou, le bonheur, c'est vraiment les dieux qui te récompensent. Et on le retrouve également dans l'islam, c'est-à-dire que c'est dans la relation au divin, je vais parler de la sourate 87, c'est comment tu fais l'effort dans ta relation au divin pour apaiser ton âme, pour faire que le bonheur, il est à l'intérieur de toi, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce n'est pas les circonstances extérieures qui te disent si tu es heureux ou pas, c'est ton ataraxie, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de toi
ton ordre intérieur, même s'il y a le désordre des événements extérieurs. François Durper avec nous sur France Maghreb 2 et vous avez suscité beaucoup d'intérêt puisque une de nos chroniqueuses qui n'était pas prévue au planning aujourd'hui nous a rejoint, très intéressée par ce qui se dit. Anna Guézard, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir toute l'équipe, bonsoir à notre invité puisque je fais partie de la famille de France Maghreb 2 et je suis ravie de vous retrouver. C'est un excellent thème, franchement bravo. J'ai entendu beaucoup de bien à propos de ce livre très très intéressant. J'aimerais poser une question s'il vous plaît à l'auteur, enfin à notre invité aujourd'hui. Monsieur Durper. Monsieur Durper. Alors, Monsieur Durper, j'imagine que vous avez entendu parler de l'étude qui a été faite par Harvard pour connaître le secret du bonheur. Donc, cette étude, elle a été faite en 75 ans. Pendant 75 ans, ils ont suivi la vie de 724 hommes pour pouvoir justement essayer de résoudre ce mystère du bonheur. Pensez-vous que, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Qu'est-ce qu'il apporte de plus ce livre sur cette étude de Monsieur En comparaison Durper. avec l'étude, quelle tu fais référence? Monsieur Durper. Alors en fait, effectivement, toute la dernière partie de l'ouvrage, on a repris notamment l'étude d'Harvard, on a repris aussi un peu toutes les études qui ont été menées depuis une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Tu as très bien dit dans ta question que des études très très longues qui part en fait du niveau un peu de bien-être des gens à 20 ans et puis qui le retrouvent des années après pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, notamment, ce qui est intéressant peut-être à dire à l'ensemble des auditeurs, c'est qu'il y a un concept qu'on retrouve dans l'étude d'Harvard et dans d'autres études. Alors, le mot est un peu compliqué, mais je vais expliquer très simplement ce que ça veut dire. C'est le phénomène de l'adaptation hédonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quels que soient les événements extérieurs, tu vas avoir un niveau de bonheur qui va être à peu près constant. Si il t'arrive un truc très positif ou un truc très négatif, au bout de plusieurs mois, tu vas revenir à ton niveau initial. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton bonheur, il dépend de deux choses. Il dépend aussi des circonstances extérieures, d'accord. Il dépend sans doute de propensions génétiques ou dans ton cerveau. On n'est pas égaux. Tu sais d'ailleurs, quand on va à la salle de sport, quand on s'entraîne, on voit bien qu'on ne développe pas forcément les mêmes muscles, on n'est pas tout à fait égaux. Eh bien, c'est pareil pour notre cerveau. Donc ça, c'est une réalité. Mais l'autre réalité, c'est la décision que tu prends aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme effort? Et c'est pour ça que l'éducation est fondamentale. C'est-à-dire que s'il y a des parents là qui nous écoutent, et je sais qu'en période de confinement, il y a beaucoup de parents qui sont obligés d'être parents et un peu enseignants parce qu'ils ont les enfants à domicile. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'on va remettre les enfants à l'école le 11 mai? Bien, il faut savoir que vous transmettez le bonheur aux enfants pour leur vie. Comment ils vont vous guider dans la vie? Comment ils vont voir les choses? Par exemple, si vous encouragez un enfant, si vous lui donnez confiance en lui, ben cette confiance-là, il l'a pour la vie. Et je te donne un dernier exemple et après je finis sur cette phrase. Je raconte l'anecdote, par exemple, d'une maman. Il y avait sa fille qui criait un peu dans sa tête, elle était énervée. Et elle lui a dit « Arrête de chanter, tu as une voix épouvantable ». Et sa fille, elle a retenu cette phrase toute sa vie, elle n'a jamais plus chanté. Donc ça veut dire que le pouvoir que tu as, le mot que tu as, quand tu es en colère par exemple, fais attention aux propos que tu as par rapport à un enfant, parce que le mot que tu as peut encourager un enfant pour la vie. Si tu lui dis, quand il fait du sport, tu lui fais un compliment, il va peut-être devenir champion olympique dans des années. Et si au contraire, tu lui dis quelque chose qui va un peu l'humilier, toi, pour toi, c'est juste une phrase en l'air, mais dans la tête d'un enfant qui a 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est quelque chose qui va être déterminant pour sa propension au bonheur dans les années qui vont venir. Christophe, est-ce que je peux poser une dernière question? Non, j'aimerais que Farid pose une question. Anna, je suis désolé, mais parce que le temps qui nous est imparti, vraiment, on a pris beaucoup de retard à cause des problèmes techniques et il y a Besma Maghrebi qui nous attend dans un instant. Farid, la toute dernière question, et on rappelle que ce livre, Histoire mondiale du bonheur, de François Durper, avec un travail appuyé par une soixantaine d'universitaires,
dont un islamologue que vous connaissez tous, Khaled Benchir, page 107 par exemple. C'est très intéressant. Farid, dernière question. Farid, s'il vous plaît, question assez rapide. Monsieur Durper, je compte sur vous aussi. On a pris beaucoup de retard parce que c'est passionnant. On pourrait rester des heures avec vous, mais voilà, le temps en radio, vous savez que ça, il faut qu'on gère. Farid, vas-y. Je peux poser ma question? Bah, bien sûr, Farid, vas-y. Comme j'ai pas de retour, bon. Bah, on t'écoute, vas-y. Bon, je vais poser ma question si c'est possible. Juste si Philippe peut me dire OK. Oui, c'est bon, vas-y, bon, Farid, on t'écoute. Moi, j'avais une question par rapport à cette notion de bonheur. On sait pertinemment que, comme ça a été parfaitement bien expliqué, que c'est relativement relatif et que c'est très individuel. Moi, j'ai une question un peu tordue, si je peux me permettre, et je m'en excuse par avance. Est-ce que le bonheur, cette quête de bonheur, peut-elle également s'accomplir dans le malheur des autres, tout simplement? Ça, effectivement, c'est bien du Farid Tabsamani, c'est tordu. Monsieur Durper. Alors, Farid, oui, tout à fait, Farid. Tout à fait. Historiquement, Farid, le plaisir de certains a conduit au malheur des autres. Tout à l'heure, on parlait de la période de l'esclavage. Là, tu as des gens qui prennent et qui font le malheur des autres pour eux, leur bonheur économique. La partie, par exemple, qu'on a consacrée à la colonisation, tu as, à la période coloniale, une utilisation du corps des femmes colonisées. C'est Pascal Blanchard, que vous connaissez bien, qui a fait cette partie-là dans l'ouvrage. Eh bien, tu as une utilisation du corps des femmes colonisées pour le plaisir, pour le bonheur, eh bien, de l'homme qui est colon. Donc, et tu peux encore aujourd'hui asseoir ton plaisir, ton bonheur personnel en asservissant et en privant de sa liberté les autres. Mais c'est pas du bonheur durable. Le bonheur durable, il est nécessairement dans une relation saine et apaisée avec les autres. Et c'est plutôt en servant le reste de l'humanité, en se mettant vraiment au service de l'humanité. Parce que là, j'ai parlé tout à l'heure de la sourate 87, mais il y a aussi la sourate 23 qui parle de ça. Il fait le bien. Dieu t'a fait du bien, fais du bien. Eh bien, si tu fais du bien sans attendre rien en retour, là, c'est une garantie du bonheur. Et si tu me permets, Christophe, par rapport aux auditeurs, je fais un peu la même chose. Là, je fais une petite émission toutes les semaines sur mon Facebook qui s'appelle À l'école du bonheur. Donc, c'est en fait, j'échange avec, là c'était Passy par exemple cette semaine, et donc j'échange avec mon invité sur son enfance, sur ses souvenirs d'enfance, et donc pour l'instant, un peu dans les circonstances de confinement, c'est évidemment sur ma page Facebook Live et sur mon Instagram, où on essaie toutes les semaines un petit peu de parler de ces questions de bonheur. Et évidemment, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous serez nos invités également. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, François Durper, de nous avoir accordé quelques minutes pour nous parler de cet ouvrage magnifique qui est d'utilité publique et qui revient donc sur la quête de félicité qui agite l'humanité depuis la préhistoire. Un ouvrage collectif qui se veut un ouvrage d'utilité publique, comme on le rappelle, qui parle et traite du bonheur avec une soixantaine d'universitaires et une préface signée donc Alain Corbin. N'hésitez pas à vous le procurer. Merci, monsieur François Durper. À très bientôt. Merci de nous avoir répondu aujourd'hui. Merci, François. Merci, François. Bye. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, François Durper. Bon, très intéressant, les amis. Même Anna, je suis désolé, Anna, mais on n'avait plus le temps. Il est 18h11. Maître Maghrebi est avec nous. Maître Maghrebi, on ne fait pas attendre un avocat. Tu sais comment ça se passe. Bon, après, j'ai pas envie de prendre. Voilà. Bonjour, maître. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour tout le monde, Razik, Rudy, Anna, Farid. Salut. Bonjour maître. Alors, maître Maghrebi, c'est le moment. On a pris un petit peu de retard et pardon, évidemment, maître, je suis désolé. Mais notre invité, voilà, on a eu des soucis techniques et voilà, il a fallu que ça nous a pris du retard. C'était très intéressant, on a parlé du bonheur. C'est passionnant que du coup, je me suis même pas rendu compte que vous aviez du retard. Donc, Ah bah oui, bon, très bien, alors ça va. Je suis pardonné, maître.
Complètement pardonné. Bon, 01 40 33 9 si vous souhaitez poser une question d'ordre juridique, Maître Maghrebi est là tous les lundis et tous les vendredis à 18h sur France Maghreb 2. C'est notre petit plus que nous vous offrons. Et j'ai une question alors qui m'a été posée par de nombreuses reprises et donc j'ai promis de la poser ce soir dès que tu es là, Maître Maghrebi. D'ailleurs, je sais pas, à coup je te tutoie, à coup je te vous vois. Bon, je te tutoie parce que voilà, tu es ma grande sœur, voilà, ma petite sœur, pardon. Besma, par rapport à ceux qui ont réservé des voyages cet été pour partir au bled, par exemple, et qui, peut-être, très certainement, d'ailleurs, ne pourront pas y aller. Comment ça se passe? Quelles sont les possibilités? Est-ce qu'on peut demander un remboursement? Et est-ce que les compagnies sont tenues de nous rembourser? Alors, tu t'en souviens peut-être pas, mais c'est une question qui m'a déjà été posée il y a quelques, je crois que c'était la semaine dernière, et donc on avait déjà répondu. Mais je vais redonner exactement la même réponse, à savoir qu'il faut se rapprocher donc de l'opérateur qui a. Mais maître, c'était un piège de Christophe. C'était pour savoir si c'était la même réponse, voyons. Voilà, merci Farid. D'accord. Et ben la réponse sera la même, c'est-à-dire qu'il faut aller vérifier la clause du contrat de voyage que vous avez conclu avec l'agence. S'il y a une clause qui prévoit que le remboursement est possible, vous pourrez être remboursé. Si elle prévoit un avoir, eh bien ça sera un avoir. Au vu des circonstances, il y a, en tout cas au niveau du gouvernement, d'ailleurs ils ont parlé rien que ce matin en disant que avant toute prise de décision, attendez la fin du mois de mai et en fonction de ce qui aura été décidé, essayez de voir pour justement avoir un avoir. Mais apparemment c'est ce qui va être privilégié. Ouais. Il y a beaucoup de questions par rapport aussi au chômage partiel. Jusqu'à quand mon employeur peut me mettre en chômage partiel? Est-ce qu'il y a une date limite ou pas? Alors, on n'a pas de date limite encore pour l'instant, à ma connaissance. Après, ça change tous les jours. Enfin, on a des réformes là qui sont faites tous les jours. Ce qu'on sait, c'est que l'état d'urgence va continuer au minimum jusqu'à 3 semaines après la fin du confinement. Donc, il faudra attendre et voir en fonction des décisions qui seront prises, parce que l'état d'urgence sanitaire. Hein. Pour les sociétés qui vont rester fermées. Bien évidemment, le chômage sera encore de mise, donc voilà, donc il faut attendre. Profitez, mes amis, 01 40 33 9000. Profitez aussi, mes amis Farid, Rudy, Anna, Razik. Si vous avez une question dans le juridique, elle est là avec nous. C'est la meilleure avocate. Elle est pour le Grand Forum, pour France Maghreb 2, pour les auditeurs qui le méritent bien d'ailleurs. C'est Maître Maghrebi. Voilà. Donc, s'il y a une question, les amis, n'hésitez pas. Encore quelques minutes, bien entendu, sur France Maghreb 2 et en direct. Si vous souhaitez nous appeler et poser une question d'ordre juridique, problème avec le travail, problème avec le voisin. En cette période de confinement, ça peut être parfois un peu tendu avec les voisins. Voilà, peut-être des règles. Justement, en cette période de Ramadan, maître, beaucoup vivent la nuit, hein, on va pas s'en cacher, et peuvent faire de bruit. On rappelle peut-être des règles d'usage entre voisins, ça peut être intéressant. Alors déjà, peut-être la première distinction qu'on puisse apporter, c'est que il y a une grande différence au niveau juridique entre le trouble du voisinage qui a lieu la journée et le tapage nocturne qui a lieu la nuit. Ah, très bien. Si vous dérangez vos voisins la nuit, c'est beaucoup plus grave parce que là, pour le coup, c'est du tapage nocturne et ça relève du pénal. Donc, vous pouvez être condamné au pénal. Vous pouvez voir la police intervenir en plein milieu de la nuit pour faire cesser les nuisances. Donc, bien faire attention à pas déranger vos voisins le soir et à pas faire de bruit parce que c'est beaucoup plus grave. Mais sinon, en règle générale, il faut après ça c'est les règles de bonne conduite, hein, j'ai envie de dire, on dérange pas ses voisins, que ce soit la journée ou que ce soit la nuit. Si jamais vous êtes victime de troubles de voisinage, la première chose à faire, c'est essayer de discuter avec votre voisin gentiment pour essayer de faire en sorte que le trouble cesse. S'il ne comprend pas, il faut dans ce cas-là lui faire un recommandé. Il faut avertir le syndic si vous êtes dans une copropriété qui a un syndic. Ou sinon, et ça, il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas, pour celles qui sont locataires, il faut absolument prévenir votre propriétaire parce que il doit vous garantir la jouissance paisible de votre logement. Et s'il y a un voisin qui vous empêche de jouir paisiblement de votre logement, il peut engager sa responsabilité et donc ce sera à lui d'intervenir et de faire les actions nécessaires. Très bien. Bon, ça c'est très clair. Razik, fais attention, hein, parce que je sais que toi tu te couches tard, donc tu peux ennuyer tes amis. Je fais aucun bruit, je suis sur le vibreur. Ouais, d'accord, mais ce que je vois, ce mec. Pas sur mode silencieux, fais gaffe, hein, le vibreur ça peut faire du bruit. Hein. Non, ah ouais, sur des murs en carton à Bobigny. Non, pas en carton, c'est en béton armé. C'est en béton armé chez nous.
J'avais une question. Est-ce que je peux me permettre de poser une question Bien à Maître sûr. Maghrebi? Allez-y, les amis. Justement, comme on l'a dit en début d'émission, comme ça avait fait le tour de la presse, la mairie de Bobigny avait voulu offrir, je mets des guillemets, des crochets, le loyer du mois d'avril à ses locataires. L'avocat de l'office de l'OPH de Bobigny avait expliqué que la question de la légalité se posait, à savoir est-ce qu'une mairie peut offrir à ses locataires dans les logements sociaux qu'elle gère, est-ce que la mairie peut offrir des loyers? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Ça va être Ou est-ce compliqué. que c'est une bonne question? C'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre en quelques secondes parce qu'il faudrait vérifier au niveau de la législation. Dans la mesure où la mairie doit justifier des fonds dont elle dispose, est-ce que ça fait partie des financements qu'elle peut faire? Je suis pas certaine. Hein. Est-ce que vraiment, c'est une vraie question qui se pose, ça peut même créer une jurisprudence. Ce qui va se passer, c'est que il faut qu'il y ait un texte pour que ce soit légal ou qu'il y ait des mesures qui soient prises pour rendre cette action légale. Ouais. Farid Tabsamani. Si Razik veut bien que je complète éventuellement sa question. En fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, premièrement, c'est que la mairie elle n'a pas de logements sociaux. C'est un office, donc c'est une organisation, c'est une entité, une personnalité morale propre qui loue des biens effectivement à la location. Et donc, eux, ils ont, d'un point de vue purement commercial, mais effectivement, c'est à vérifier, comme l'a dit Maître Maghrebi, c'est à vérifier, ils ont la possibilité. Alors, est-ce que collectivement ou individuellement, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle du commercial, c'est-à-dire soit de faire de l'avoir, soit tout simplement annuler de la facturation, etc., etc. Maintenant, c'est ce qui se passe en règle générale dans le monde commercial. Est-ce que dans le monde de logement social, notamment, qui est régi par un code du logement qui est très compliqué, il ne faut pas se mentir, est-ce que c'est possible ou non? Et Razik, pour compléter ce que tu dis, en fait, la question, si je ne dis pas de bêtises, la question qui se pose, c'est que l'argument de l'office d'HLM dit on ne peut pas le faire pour tout le monde parce que ça risquerait de mettre en difficulté financière l'organisme d'HLM. Non, ça c'est l'argument. Non, ça c'est l'argument numéro 2. L'argument numéro 1 de l'avocat de l'office de l'OPH de Bobigny, c'est de dire que la légalité de cette opération n'est pas avérée. Alors, réponse de Maître Maghrebi dans un instant. Non, mais, après, les amis, Maître, oui. Dans un instant sur Facebook, si vous voulez connaître la réponse, parce qu'il est temps qu'on rende malheureusement l'antenne sur France Maghreb 2 pour laisser place à Medjahed dans un instant. Je vous retrouve à 19h avec Parler Islam, avec l'imam, mon ami, mon frère, Mohamed Bajrafil ce soir, pour répondre à toutes vos questions. La réponse à la question de Razik de Maître Maghrebi, c'est sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Bon week-end, à lundi, salut les amis. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ça s'appelle faire du teasing à la TF1. Donc maintenant, tout le monde devrait venir en masse sur Facebook pour écouter la réponse de Maître Maghrebi à la question de Razik et de Farid. En fait, ma réponse sera une non-réponse en fait, parce que. Ah bah bravo. Non mais c'est justement, franchement, Besma, c'est justement là où je voulais t'amener. C'est impossible de répondre. Il n'y a que la mairie de Bobigny qui peut répondre et dire que oui, c'est légal. Mais non, mais parce que en fait, ce qui se passe, c'est que dans la structure publique, tu as plusieurs établissements publics, tu as plusieurs structures publiques, tu as plusieurs dotations. Et là, la mairie, c'est pas celle qui finance l'établissement public au PHLM. Donc en fait, là, moi, ce que je comprends, c'est que de ta question, ce que je comprends de ta question, c'est est-ce que la mairie, donc la structure, cette structure-là, cette personne publique-là, peut venir avec ses fonds et ses subventions payer les loyers de l'autre établissement public. Et là, à cette question, je te dis, ça m'étonnerait que ce soit possible. Maintenant, est-ce que l'OPHLM, en tant qu'établissement et structure publique, peut non pas payer les loyers, mais annuler, tu vois, les demandes de loyer qu'elle fait? Là, c'est autre chose. Parce que du coup, on serait même pas face à la même personne, enfin, la même entité morale. Donc, c'est là où c'est assez compliqué de pouvoir répondre parce qu'on sait pas trop qui est vraiment concerné en fait par ça, parce que eux ils annoncent on paiera pas les loyers, donc d'accord, on annonce qu'ils paieront pas leur loyer, mais en réalité est-ce qu'il y a la mairie qui va payer derrière ces loyers là, ou est-ce que c'est une annulation pure et simple des demandes de loyer?
Non, mais d'un point de vue. En fait, Ouais, la première solution qu'ils avaient trouvée, c'était de prendre en partie moitié-moitié. C'est-à-dire que la mairie payait la moitié des loyers, que l'OPH paierait l'autre moitié. Voilà, Sauf que mais là, il s'avère que ça va pas être légal. bah, c'est surtout Pourquoi que est-ce que la mairie, juridiquement, a le droit d'utiliser ses dotations Bien et sûr. ses fonds pour financer des paiements de loyer? Ça, j'en suis pas sûre. C'était un effet d'annonce. C'est un effet Non, non, d'annonce électoraliste. Non, bien sûr, ça, tu as complètement raison, Christophe. C'est uniquement de la communication politique. Bah, bien dans un sûr, bien contexte- Bah, évidemment, C'est- parce qu'après, ce C'est que les peut rois de faire cela en plus là-bas. ce qu'aurait pu faire la mairie, c'est prendre en place ou faire voter un dispositif spécial pour venir apporter une aide financière à l'OPHLM, mais non pas décider de payer certains loyers. Parce que là, juridiquement, c'est pas du tout la même action. Venir aider une structure, c'est pas la même chose que venir payer des loyers à des particuliers. Moi, je pense que techniquement, c'est complètement faisable pour les uns et les autres. Là, il y a clairement une distension. En tout cas, il y a un conflit entre le management de l'office d'HLM et celui de la mairie. La réalité, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus politique intérieure qu'autre chose. Parce que techniquement. Ouais, mais clairement, mais clairement, la mairie va pas pouvoir venir faire un chèque et dire, bah, toi, un tel, voilà un chèque, tu vas payer ton loyer avec. Bien, non. L'office d'HLM dit nous annulons pour l'ensemble des locataires, premièrement. Deuxièmement, quel que soit le montant, la mairie peut, sur ses dotations propres, si le payeur municipal et la préfecture valide les choses, et elle peut délibérer en conseil municipal et dire nous accordons une dotation exceptionnelle financière, pas forcément liée à l'annulation des loyers, parce que la réalité c'est comme ça que ça se fait, et dire voilà, nous aidons l'office d'HLM parce que cette année il a un trou. Pourquoi il a un trou? Pourquoi il a un trou? Parce qu'il a décidé de passer en créance douteuse ou je sais pas quoi tout le mois d'avril pour ses loyers, et donc du coup comptablement c'est largement possible. Maintenant, voilà, comme ça oui. Comme ça, oui. Donc, c'est pour ça que je dis techniquement, c'est largement faisable. C'est pas ça la différence. C'est un montage juridique à faire. En fait, c'est un montage juridique à faire qui, au regard de l'annonce qui avait été faite, ils auraient dû faire une annonce différente. Parce que la manière dont ils l'ont annoncé, juridiquement, ça tient pas. Non, ça tient pas. Et dans la pratique, l'OPH freine des cas de fer. Parce que pour faire le petit montage, il faudrait que les partenaires soient d'accord. L'OPH, le Bobigny et son président freinent des cas de fer. C'est ça, pour voir, est-ce qu'ils sont rattachés qu'à la commune? Est-ce qu'ils sont rattachés au département? Ils sont rattachés qu'à la commune pour le moment. Pour le moment, ils sont rattachés à la commune. Donc, s'ils ne sont rattachés qu'à la commune, c'est-à-dire que si au conseil d'administration, il n'y a que la mairie, et donc comme financeur, il n'y a que la mairie, comme financeur public, que la mairie, ça veut dire que très clairement, c'est une question de management, une question d'ordre politique entre ceux qui aujourd'hui gèrent l'office d'HLM et les gens de la mairie. Donc, du coup, alors, c'est légal ou c'est pas légal? Ça pue en tout cas, excusez-moi de le dire comme ça. Ça pue, ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Non, mais c'est complètement légal. Après, la réalité, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes concernées qui payent un loyer et qu'on leur dit, voilà, vous ne payez pas de loyer ce mois-ci. Donc concrètement, eux, de savoir que ça soit légal, pas légal, je peux te dire, Christophe, ils s'en battent les steaks. Et c'est complètement humain. Razik l'a parfaitement précisé tout à l'heure. Tu as des gens qui ont même anticipé. Encore 2h30 pour le steak. Voilà, Razik l'a parfaitement précisé. Il y a même des gens qui ont anticipé le fait qu'ils n'allaient pas payer. Donc, du coup, ils allaient se servir de cet argent-là pour faire autre chose. Donc, du coup, eux, la question légale, pas légale, ils s'en foutent un peu. La vraie question, à mon avis, elle est purement politique. C'est que là, il y a une dissension entre le management de l'office d'HLM et celui de la mairie de Bobigny, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça, moi, je ne suis pas au courant du pourquoi, du comment. Peut-être que Razik, dans les entrailles, la politique politicienne locale a les éléments d'information. Ce qui est sûr, c'est que... les dossiers. Oui, là, mais je ne sais pas moi qui gère l'office d'HLM. Razik, on veut les dossiers. Parce que la vérité, c'est que le gars qui gère le gars ou la nana qui gère l'office d'HLM, c'est quelqu'un qui a été, clairement, disons-le, placé par la mairie de Bobigny. Je pense que ils sont il y a même des liens, je crois. Divorce. Ils sont en instance de divorce, en fait. Bon, voilà, il y avait des liens familiaux, non pourquoi des liens familiaux, non, mais... Voilà pourquoi il n'y aura pas de prise en charge financière. Ouais, mais moi je pense que c'est une question de temps, que de toute manière, la personne qui gère aujourd'hui l'office d'HLM, en fait, ses jours sont comptés, pour parler très clairement.
Très clairement. Compter, au sens littéraire ou au sens figuré là? Au sens professionnel, en tout cas. Au sens professionnel. Mais dans le contexte de Bobigny, il faut préciser quand même, tu vois. Non, il prépare ses cartons, quoi. Juste qu'il prépare ses cartons. Bon, alors messieurs, dames, pour finir cette émission, ça y est, c'est vendredi soir, c'est le week-end, on est en 8e jour de Ramadan. Que va-t-on manger chez Farid Tabsamani ce soir pour le Maghreb, pour le Ftour? L'Iftar. À part là, franchement, je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a harira, café, msemen et autres pâtisseries, ça c'est une évidence. Et après, en plat de résistance, je suis incapable de répondre. Très bien. Monsieur Razik Métiche, on mange quoi chez toi ce soir? Shorba, café, une petite pâtisserie. J'ai ma sœur qui m'a envoyé un message pendant que j'étais avec vous à l'antenne pour me dire qu'elle m'avait préparé hammerlo, c'est un tagine au pruneau en fait. Oui, on est d'accord. Il y a un certain niveau là. Donc ma sœur m'a fait plaisir. Je l'embrasse d'ailleurs. J'en profite pour l'embrasser. Nous embrassons la sœur de Razik. Nous embrassons la sœur de Razik, évidemment. Maître Maghrebi, velouté de légumes ce soir? C'est ce que j'allais dire. Pourquoi tu m'affiches à chaque fois? Parce qu'à chaque fois je lui demande ce que tu manges, elle me dit velouté de légumes. Alors c'est pour ça. Velouté courgette, c'est pas la même chose. Moi je vais chez Razik, je suis désolé. Moi ça va être velouté courgette et tomates cerises. C'est si vous voulez venir, la porte est ouverte. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut lancer un radioton pour essayer de nourrir correctement Besma Maghrebi? Ça serait quand même pas mal. Quand même pas mal. Et Rudy, du coup. Moi j'arrive pas, tout ce qui est plat, tagine, les sauces. Vous savez que ma femme a préparé des pains au chocolat qu'elle a fait maison. Elle a fait maison, ma femme. Là. Ah ouais. Tu es gâté, Christophe, tu es gâté. Oui, la harira, des lasagnes. On va se régaler ce soir. Du coup, Rudy. C'est bien gras tout ça, dis donc. Ah oui, c'est bien bon surtout. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Farid? Vous savez qu'à la fin du Ramadan, on est censé, pour avoir un signe de la façon dont on a vécu son Ramadan, on est censé avoir perdu quelques kilos et ne pas en avoir pris beaucoup. Oui, le pire, je maigris. J'ai déjà perdu 2 kilos et je mange, mais je maigris. C'est très rare. Vas-y, Farid. Non, je dis, sur ce que vient de dire Maître Maghrebi, je pense que ça ne concerne pas tout le monde, malheureusement. Oui, pas moi en tout cas. Pas moi en tout cas, effectivement. Non, moi je voulais savoir, c'était Rudy, il allait couper le jeûne avec quoi? Est-ce qu'il coupe le jeûne d'abord? Moi, je coupe pas, moi. Je suis pas musulman. Non, après, moi, j'ai d'autres pratiques du jeûne, mais bon, ça, on en reparlera, ça. Mais je suis pas musulman, mais je jeûne. Rudy, si tu avais jeûné, est-ce que tu aurais rompu ton jeûne avec un verre d'eau ou est-ce que tu aurais rompu ton jeûne avec une harira? Moi, je vais te dire, je jeûne souvent, et quand je jeûne, en général, je coupe avec des fruits. Salade de fruits. Je suis pas là. Voilà, je suis pas la seule. Donc moi, ça te choque pas les tomates cerises et le velouté. Non, mais c'est-à-dire en fait que le corps, en fait, il fait une cure. Le corps fait une cure et en tout cas chez moi, le corps fait une cure. Il réclame en fait des choses naturelles. Je peux te dire, si jamais je m'enfilais une tartine de Nutella, je vais pas être bien, je vais pas le ressentir bien. Voilà, il y a vraiment une cure qui se fait au plus profond et puis voilà, il faut être en harmonie aussi avec les éléments de la nature qui sont constitutionnels de la vie et du bien-être spirituel, n'est-ce pas? Philippe Boyaki. Ouais. Oui. Anna, elle est partie? On est 6 avec Anna. Ah, d'accord. Attends, on lui demandera aussi ce qu'elle mange parce qu'elle paraît qu'elle cuisine super bien, Anna. Toi, le jeune cher Philippe, on mange quoi chez toi? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ça va venir plus tard, selon l'inspiration du moment. Mais je pense des choses. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais je pense que ça va être souple. Ça va. Et s'il y avait une shorba, on aurait commencé par une shorba. D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut entendre Anna Guézard qui nous régale. Elle est partie. Elle est partie, d'accord. Bon, très bien. Écoutez, je vous souhaite bon appétit. Sahaf Tolkom. Moi, je préfère, franchement, le plus alléchant, c'est chez Razika. Je suis désolé pour les autres. Bienvenue, Christophe. Si tu veux venir, t'es le bienvenu. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. Il faut une attestation. Tout ça, loin, voilà. Après le 11 mai, il nous restera encore quelques jours de Ramadan. On aura le temps de se faire une table, j'espère. Ah, attends, c'est pas sûr qu'on ait le droit de sortir. Hein. Vous savez que si on porte pas. On a le droit de sortir à partir du moment qu'on ne dépasse pas un regroupement de 10 personnes. C'est ça. Oui, mais apparemment, le port du masque va être obligatoire dans les transports. Sinon, 135 € d'amende. Oui, port du masque obligatoire dans les transports. Mais quand ça dépend où on se voit aussi. Avec madame, tu ne seras pas obligé de porter ton masque et tu pourras manger un bon poulet aux olives. Besma, ça dépend où on se voit aussi. Chez si toi, on par se exemple, voit chez quelqu'un, c'est pas pareil. Ah non, mais chez moi, le port du masque ne sera pas obligatoire.
Non, mais le poulet aux olives, par contre, il sera obligatoire chez toi. Ah bah oui, évidemment, toi-même tu sais. Hein. D'accord. Très bien, très bien. Je mange des veloutés courgettes, mais je fais pas manger des veloutés courgettes à mes invités. Hein. En tout cas, quand on est invité chez notre Maghrebi, c'est la classe. Ah ouais, c'est la classe. Merci à tous, Sahab Tolkom. Rendez-vous tout à l'heure sur France Maghreb 2 en direct avec l'imam Mohamed Bajrafil. Ah, ça, c'est du grand. Ah, Bajrafil. 19h, les amis. Et rendez-vous lundi pour le LGF, bien entendu, sur France Maghreb 2, dès 17h pour week-end. Merci, mon Razik. Merci, mon Farid. Merci, mon Rudy. Merci, mon Philippe, pour week-end. Et un gros big up et un grand merci à la meilleure, Maître Maghrebi. Merci beaucoup. Sarah Tolok, Maître. J'aimerais bien recevoir des compliments comme ça de temps en temps, moi aussi. Hein. Christophe, demain soir. Ah, bah, pardon, Philippe. Demain soir, les amis, la libre antenne de notre ami Philippe Boyaki sur Christophe Le Grand Forum. Ouais, uniquement sur Christophe Le Grand Forum demain. Spécialement à 22h. Demain, une émission spéciale Gilets jaunes. On aura Benjamin Belaïdi, on aura Christelle Fresneau, la grande journaliste reporter qui a couvert tous les mouvements des Gilets jaunes depuis le début. Et puis Monsieur Fauzi Lelouch. Et on attend la confirmation de Monsieur Jérôme Rodriguez. Donc spécial Gilets jaunes. Philippe, tu passeras le bonjour à Fauzi, qui est un Sevranais de mémoire. Tout à fait. Exactement. Absolument. Bonne mémoire, Monsieur Tamsamadi. Merci à tous. Bon week-end. Bonne soirée à tous. Sarah Tolkom. Et surtout, restez chez vous. Salut les amis. Bonne annonce de l'émission de Philippe. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.